Certains noms et détails de cette histoire ont été modifiés pour des raisons d'anonymat et de confidentialité. Toutes les photos ne proviennent pas de la scène réelle. Les immenses labyrinthes de béton des centres commerciaux abandonnés attirent les amateurs de sensations fortes par leur silence de mort. Monuments muets de l'ère consumériste, ils s'effondrent lentement sous les assauts du temps, absorbant les vestiges de la lumière et du son. Mais parfois, ces couloirs sombres et sans fin deviennent un piège dont on ne peut s'échapper. Le 14 mai 2015, 5 étudiants de l'université d'Akron ont franchi le seuil d'un géant mort de l'Ohio pour filmer un nouvel épisode de leur blog vidéo sur le tourisme urbain. Tina Bradley, Nathalie Phillips, Louis Lambert, Léo Joseph et Harold Vega avaient maintes prévu de ne passer que quelques heures à l'intérieur. Au lieu de cela, ils ont disparu dans l'obscurité totale des vitrines abandonnées, ne laissant derrière eux qu'un mystère glaçant. La soirée de printemps du 14 mai est chaude et sans aucun nuage. Vers 9 heures du soir, une Ford Explorer miteuse appartenant à Harold Vesey, âgé de 21 ans, s'est arrêtée sur le côté de Romig Road. La voiture s'est arrêtée sur le parking envahi par les mauvaises herbes d'un centre commercial abandonné qui avait été autrefois une ruche animée, mais qui était maintenant devenu un fantôme monumental de béton de plus de 800 000 pieds carrés. Tina, 20 ans, Nathalie, 21 ans, Louis, 22 ans, et Léo, 21 ans, sont descendus de la voiture avec Harold. Selon un témoin, un chauffeur-livreur qui est passé à 9h15 plus tard, les jeunes hommes ont sorti du coffre de puissantes lampes de poche, des sacs à dos et plusieurs caméras d'action. Leur cible était l'ancienne entrée de service, un étroit couloir en béton avec une fenêtre en verre brisée au-dessus d'une porte massive et rouillée. Les traqueurs locaux appelaient cette entrée la gueule aveugle en raison du manque absolu de lumière à l'intérieur, qui semblait presque épais et tangible au toucher. Après avoir franchi la clôture en métal rouillé, les 5 étudiants se sont glissés à tour de rôle par la fenêtre et ont disparu dans le vide noir du centre commercial mort. Aucun d'entre eux n'a donné signe de vie le lendemain matin ou quelques jours plus tard. La mère de Tina a été la première à tirer la sonnette d'alarme lorsque sa fille n'a pas répondu à un appel prévu à 7 heures du matin. Dans la soirée, les téléphones des 5 étudiants étaient complètement hors de portée ou automatiquement redirigés vers la messagerie vocale. Vers 20 heures, des parents inquiets ont contacté la police d'Akron. Le policier a d'abord supposé que les jeunes étaient simplement partis en week-end de manière spontanée. Mais lorsque les patrouilles de police ont vérifié leurs chambres d'étudiants et les appartements qu'ils avaient mal loués, il est apparu que tous leurs effets personnels, documents, cartes de crédit et chargeurs étaient toujours à leur place. Ils n'avaient certainement pas prévu un long voyage. 48 heures après avoir été vus vivants pour la dernière fois, la police a officiellement déclaré la disparition du groupe. Une vaste opération de recherche a été lancée le 18 mai à 6 heures du matin. Un poste de commandement a été installé sur l'asphalte craquelé du parking. Plus de 70 officiers de police et une centaine de volontaires des communautés locales ont participé aux recherches. La première priorité était d'examiner en détail le centre commercial lui-même. Le bâtiment est un labyrinthe sans fin, composé de centaines de magasins vides, de salles de service, de puits de ventilation et de longs couloirs techniques. À l'intérieur, un silence de mort règne. L'air est lourd et étouffant, avec des odeurs de moisissure épaisse, de placoplâtre pourri et de rouille. Des policiers équipés de puissants projecteurs ont passé au peigne fin les premiers et deuxième étages, mètre par mètre, en regardant attentivement derrière chaque vitrine abandonnée et en descendant dans les sous-sols partiellement inondés. Des équipes canines spécialement entraînées ont tenté de retrouver la trace de la bouche aveugle. Cependant, les conditions à l'intérieur se sont avérées insurmontables pour les chiens. De forts courants d'air, l'odeur âcre de produits chimiques caustiques et de vieux déchets de construction ont complètement désorienté les animaux. Les chiens se sont perdus, ont tourné nerveusement en rond et ont refusé catégoriquement d'aller plus loin que l'atrium central. Aucun signe de lutte, aucune goutte de sang, aucun morceau de vêtement ou objet abandonné n'a été trouvé. Pendant qu'une équipe de grande envergure travaillait dans le bâtiment, les plongeurs de la police ont passé des heures à explorer les eaux troubles et froides du lac Summit, situé à proximité. La visibilité sous l'eau était inférieure à 2 pieds, ce qui rendait les recherches extrêmement dangereuses. Dans le même temps, des patrouilles en VTT ont passé au peigne fin les broussailles denses, qui bordent le sentier topate, et les voies ferrées abandonnées. Le rayon des recherches intensives s'est progressivement étendu jusqu'à 8 km de l'endroit où la voiture était garée. Les détectives ont saisi et examiné des centaines d'heures d'images de vidéosurveillance provenant d'entreprises et de stations-service. Aucune d'entre elles n'a montré les étudiants après 21h15.
Leur voiture est restée intacte sur le bas-côté de la route de Romig. Les serrures étaient hantes et bien fermées et les clés manquaient. À l'intérieur, la police n'a trouvé que quelques bouteilles en plastique vides et un vieux plan de la ville. La presse a commencé à paniquer. Les chaînes d'information locales diffusent de toutes les heures des reportages urgents sur les lieux. Les journalistes avancent toutes sortes de versions, de l'évasion planifiée par des adolescents à l'attaque d'un tueur en série brutal dans les sous-sols sombres du centre commercial. Les parents des disparus se sont exprimés à la télévision en larmes, suppliant toutes les personnes concernées de contacter la police. À la fin de la deuxième semaine de recherche, après que chaque mètre carré du gigantesque centre commercial ait été fouillé au moins 3 fois, le responsable de l'opération a fait une déclaration officielle. Le bâtiment a été déclaré complètement propre. Pas un seul indice, pas une seule empreinte de chaussures fraîches, pas un seul appareil photo perdu. 5 adultes ont tout simplement disparu dans la nature après avoir franchi le seuil d'une fenêtre brisée. La bouche aveugle les a avalés sans laisser de traces. Les vitrines vides ont gardé leur secret. 3 semaines exactement se sont écoulées depuis que les murs de l'ancien centre commercial ont englouti les 5 étudiants. Le 4 juin 2015, à 11 h du matin, une camionnette blanche s'est arrêtée sur le parking désaffecté. Une équipe d'ingénieurs entrepreneurs en sort. Ils ont été engagés par le conseil municipal pour évaluer le coût de la démolition du bâtiment délabré. La tâche consistait à vérifier les services publics et les structures porteuses du sous-sol de l'ancien grand magasin. Ce niveau se trouve à 15 pieds sous terre et n'a jamais été exposé à la lumière naturelle. L'ingénieur principal Mark Roberts et 3 de ses hommes descendent dans les escaliers en béton, éclairant le chemin à l'aide de puissantes lampes halogènes. Le sous-sol les accueille dans une atmosphère lourde et moisie. Le silence de mort qui règne dans les cachots n'est rompu que par l'écho de leurs propres pas et la chute monotone des gouttes d'eau qui s'échappent des tuyaux rouillés. Selon Roberts, la température à ce niveau ne dépassait pas les 50 degrés Fahrenheit. L'air est tellement chargé de poussière et de moisissures noires qu'il est difficile de respirer, même avec des respirateurs spéciaux pour la construction. Ils avancent lentement dans les étroits couloirs techniques, notant les dégâts causés au sol. À midi, l'un des ouvriers s'est soudain arrêté. Le faisceau de sa lampe de poche mettait en évidence une anomalie qui ne cadrait pas avec l'image globale de décennies de décrépitude. Il s'agissait de l'entrée d'un grand compartiment technique du puits de ventilation principal, large de 2 mètres et haut de 2 mètres. Mais elle était hermétiquement fermée par de lourds parpaings. Cette maçonnerie lisse contrastait fortement avec les murs écaillés qui l'entouraient. Les joints ont été soigneusement recouverts de ciment frais. À certains endroits, le mortier gris n'était pas encore complètement sec, conservant des taches sombres d'humidité. Roberts suppose que la cloison a servi de décharge illégale pour des déchets dangereux, de l'amiante ou des produits chimiques industriels. À 13h05, l'ingénieur ordonne aux ouvriers de prendre des masses de 20 livres et de percer un petit trou pour le tester. Le premier coup sourd résonne dans le labyrinthe souterrain. Le deuxième coup a fait éclater un morceau de béton de 2 pieds de long. Ce qui est sorti instantanément de l'intérieur a fait reculer les hommes. Une odeur insupportable et épaisse de pourriture s'échappe du trou sombre. L'ouvrier dirige un faisceau de lumière à l'intérieur du compartiment. Ce qu'il voit dans l'étroit cône de lumière est suffisant pour que les hommes lâchent dans leurs outils, dans une panique incontrôlable, et se précipitent vers la sortie. À 1 h de l'après-midi, le dispatcher des secours reçoit un appel hystérique du mécanicien. À 2h30, le sous-sol est déjà rempli de dizaines de policiers et de médecins légistes en combinaison de protection. Ils démontent avec précaution la cloison de ciment. À l'intérieur de l'espace sombre du centre technique de 80 pieds carrés, il y avait des corps. Il s'agit de Tina Bradley, Nathalie Phillips, Louis Lambert, Léo Joseph et Harold Vega. Des étudiants qui avaient été recherchés en vain par des centaines de volontaires 3 semaines plus tôt et qui avaient été enterrés vivants dans ce piège de béton. L'expertise médico-légale révélera la chronologie macabre de leurs dernières heures. À l'intérieur des parpaings, les enquêteurs trouveront de profondes égratignures, des empreintes de paumes ensanglantées et de nombreuses traces d'ongles arrachés. Les adolescents tentaient désespérément de démonter la maçonnerie fraîche dans l'obscurité la plus totale, tant qu'ils en avaient la force. La conclusion officielle indique que la cause de la mort des 5 adolescents est une déshydratation sévère et une suffocation lente, due à un manque critique d'oxygène dans la crypte hermétique. Mais le détail le plus choquant se trouve à côté d'eux, sur le sol en béton sale. Sous la tête du défunt Louis Lambert, un sac à dos de randonnée bien tassé reposait comme un oreiller. 3 autres sacs de sport noirs et massifs gisaient à côté des corps des autres étudiants. À 16h45, l'enquêteur en chef ouvre le premier sac.
À l'intérieur se trouvaient des piles de billets de 100 $ soigneusement emballés dans des sacs sous vide transparents et étanches. Chaque sac était parfaitement scellé, protégeant le papier de l'humidité du sous-sol. Lorsque les sacs ont été livrés sous bonne garde à la chambre forte de la police, les analystes financiers ont procédé à un décompte officiel. Le montant total de l'argent liquide dépassait les 3 millions de dollars. Les experts ont noté que les billets ne portaient aucune bande bancaire, ni aucun numéro de série consécutif. Il s'agissait d'argent pur, intraçable. Les étudiants n'ont pas été victimes d'un maniaque. Ils sont tombés sur quelque chose qu'ils n'auraient jamais dû voir. Ce compartiment en béton avait été conçu comme un coffre-fort fiable et absolument intouchable pour une fortune criminelle colossale. Et quelqu'un a décidé de sang-froid que 5 vies humaines étaient un prix acceptable à payer pour garder secrètes les coordonnées de cette chambre forte. Le centre commercial des morts a confirmé sa sinistre réputation en cachant un crime dont l'ampleur a instantanément dépassé la disparition habituelle. Chers téléspectateurs, avant de continuer à plonger dans les détails de cette histoire macabre, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de liker et de laisser un commentaire. Les algorithmes de la plateforme aideront à promouvoir ma vidéo de cette manière, et davantage de personnes pourront la regarder. Votre soutien actif est extrêmement important pour le développement. Revenons maintenant aux sombres secrets d'Akron. La nouvelle de la découverte macabre dans le sous-sol en béton du centre commercial a frappé la ville comme un puissant électrochoc. Ce qui au départ semblait être la disparition tragique d'un groupe de harceleurs négligents s'est soudain transformé en une affaire de meurtre de masse avec un mobile financier sans précédent. Les inspecteurs arrivés sur les lieux ont rapidement rejeté la version d'un fou aléatoire ou d'un sans-abri violent. Enterrer 5 adultes vivants et laisser derrière eux une fortune colossale exigeait un calcul froid et une discipline de fer. Il s'agit d'une exécution professionnelle démonstrative. Ceux qui ont construit le mur dans l'obscurité totale du puits de ventilation ont agi de manière méthodique et impitoyable. L'affaire est immédiatement passée sous la juridiction du FBI. Les analystes financiers ont passé plusieurs jours à examiner chaque billet contenu dans les sacs. La plupart des billets n'avaient aucun indice, mais quelques sacs, tout au fond, contenaient de l'argent avec des numéros de série consécutifs. Ce petit détail a été la clé de la solution. L'analyse de la base de données a permis aux agents d'établir un lien entre l'argent et le vol audacieux d'une camionnette de collection. Ce crime très médiatisé a eu lieu à Cleveland un mois avant la tragique attaque des étudiants. Un groupe lourdement armé a intercepté un fourgon blindé sur un viaduc éloigné de la ville, utilisant des explosifs pour briser les lourdes portes. Les voleurs ont disparu en quelques minutes avec des millions d'euros en liquide. Les enquêteurs soupçonnaient depuis longtemps un syndicat du crime local de blanchir de l'argent sale par l'intermédiaire d'un vaste réseau de sociétés de construction fictives. Un centre commercial abandonné à la périphérie d'Akron était idéal pour une installation de transit temporaire. C'était une zone morte, rarement visitée par la police locale. Mais comment 5 étudiants ordinaires se sont-ils retrouvés au milieu d'un affrontement de la pègre? La réponse se trouve dans leur passé. Les enquêteurs ont commencé à creuser la biographie de chacune des victimes qu'ils ont trouvées. Tina Bradley, 20 ans, et Natalie Phillips, 21 ans, se sont révélées être des jeunes filles à la réputation absolument irréprochable. Toutes deux étaient d'excellentes élèves et n'avaient aucun lien avec la criminalité. Tous leurs messages numériques indiquaient que la descente au sous-sol n'était qu'une aventure de plus pour un blog vidéo d'étudiantes. Ils ont simplement suivi l'entreprise. Cependant, l'analyse de l'empreinte numérique et des relevés bancaires des membres masculins du groupe a permis de brosser un tableau complètement différent, beaucoup plus sombre. Les détectives ont eu un véritable choc lorsqu'ils ont vérifié l'historique financier de Louis Lambert, 22 ans, et de Léo Joseph, 21 ans. Il s'est avéré que ces deux hommes étaient des clients réguliers des casinos clandestins de l'Ohio. Au cours des 8 derniers mois, leurs dettes envers des créanciers occultes avaient atteint des proportions catastrophiques. Louis devait plus de 40 000 $ à la mafia locale et Léo près de 50 000. Les relevés téléphoniques montrent que les créanciers sont passés depuis longtemps de la persuasion aux menaces directes de violence physique. L'enquête a abouti à une conclusion indéniable. Pour Louis et Léo, cette sortie de printemps n'était pas une excursion aléatoire. Ils savaient exactement où ils allaient et ce qu'ils cherchèrent dans le labyrinthe des morts. Quelqu'un de la pègre, probablement un petit voyou ivre, leur avait parlé par hasard des millions cachés dans le centre commercial. Les débiteurs ont décidé de risquer leur vie. Le sac à dos vide du touriste devait permettre de faire remonter à la surface au moins une partie de l'argent volé. Ils ont cyniquement utilisé leurs amis comme couverture parfaite pour leur plan dangereux. Leur idée folle semblait parfaite, mais ils ont commis une erreur fatale. La cachette souterraine en béton n'était pas du tout abandonnée. Lorsque les étudiants se sont glissés par une étroite ouverture dans la crypte technique, espérant gagner de l'argent facilement,
le faisceau de leur lampe de poche a capté quelque chose de terrifiant dans l'obscurité totale. Quelqu'un les attendait déjà au bout du couloir mort. L'enquête s'est retrouvée dans une impasse lorsqu'elle a cherché à comprendre comment 2 étudiants endettés avaient découvert la cachette secrète d'un syndicat du crime local. La réponse se cachait dans l'obscurité du sous-sol avec les victimes, mais elle était gravement endommagée par le temps et l'humidité. La percée décisive dans cette affaire complexe n'a eu lieu qu'à la fin du mois de juin, lorsque les scientifiques de l'unité de lutte contre la cybercriminalité du FBI ont finalement réussi à réaliser l'impossible. Dans la poche de la veste en nylon en décomposition d'Harold Vega, âgé de 21 ans, les enquêteurs ont trouvé son smartphone personnel. L'appareil reposait depuis exactement 3 semaines dans un bunker de béton humide, saturé de venin de cadavre et d'une épaisse condensation. Son écran était brisé en petits morceaux et la carte mère avait subi une grave corrosion due au microclimat spécifique de la pièce souterraine verrouillée où la température constante était de 50 degrés Fahrenheit. Les techniciens du laboratoire de la police ont travaillé sur la minuscule puce mémoire pendant plus de 20 heures, à l'aide d'un équipement spécialisé, en lisant attentivement chaque octet d'informations survivant. Bien qu'il n'y ait pas de signal cellulaire dans les profondeurs, derrière les épais planchers de béton du centre commercial, le téléphone d'Harold a continué à fonctionner. Il sauvegardait automatiquement les brouillons des messages non envoyés, le cache de la messagerie texte et surtout les fichiers multimédia hors ligne. La correspondance retrouvée dans l'application cryptée entre Harold, Louis et Léo est devenue une véritable bombe d'informations pour les détectives. Les fantômes numériques des étudiants décédés ont pris la parole, révélant l'anatomie macabre de leur décision fatale de descendre au sous-sol. Selon les journaux de texte retrouvés, la source originale de l'information mortelle était un barman d'une boîte de nuit douteuse appelée le Rusty Encore, situé dans un quartier de la banlieue de Cleveland où sévit la criminalité. Louis Lambert était un client régulier de cette boîte de nuit où il buvait souvent de l'alcool bon marché en raison du stress causé par les pressions exercées par des créanciers douteux. Le 7 mai, une semaine exactement avant la tragédie, Louis a reçu un long message du barman. Ce message indiquait que l'employé de l'établissement avait accidentellement surpris une conversation nocturne entre 2 clients réguliers, bien connus pour leur lien avec le crime organisé local. Les gangsters, fortement alcoolisés, discutaient bruyamment des problèmes posés par la légalisation d'une énorme quantité d'argent liquide après un braquage très médiatisé d'un fourgon blindé de transport de fonds. L'un d'eux a expliqué avec agacement à son complice que toute la marchandise devait être temporairement abandonnée dans les cachots d'un vieux centre commercial d'Akron, bien à l'abri dans le collecteur technique principal du système de ventilation, jusqu'à ce que la police mette fin à ces raids à grande échelle. Cette information est devenue une bouée de sauvetage pour Louis, qui s'y est accroché comme à la prunelle de ses yeux. Réalisant qu'il ne pouvait physiquement pas gérer seul une telle quantité d'argent, il a rapidement associé Léo Joseph, qui avait les mêmes problèmes de dette de carte de crédit, au plan. Le troisième, Harold Vega, propriétaire d'un vieux SUV, s'est vu promettre une grande partie de l'argent trouvé pour la logistique. Leur message était empreint d'une euphorie nerveuse. Ils prévoyaient de descendre rapidement à la cave, de trouver un collecteur, de remplir leur sac à dos de centaines de milliers de dollars et de quitter la ville pour toujours. Mais ils avaient besoin d'une couverture parfaite pour que leur présence près de l'installation abandonnée n'éveille pas les soupçons des patrouilles. C'est pourquoi ils ont invité Tina Bradley, 20 ans, et Natalie Phillips, 21 ans. Les filles n'ont pas été informées de l'objectif criminel réel du raid. Pour elles, il s'agissait simplement d'une autre expédition nocturne destinée à filmer du contenu exclusif pour leur blog vidéo étudiant très populaire sur le tourisme urbain. Tina et Natalie sont devenues des victimes sans méfiance du jeu dangereux de leurs amis. Mais la preuve irréfutable la plus effrayante, qui a fait frémir même les agents du FBI les plus expérimentés, est une vidéo trouvée dans un dossier système caché du téléphone retrouvé. Le fichier multimédia a été créé le 14 mai à 10h08. La durée totale de l'enregistrement numérique est d'exactement 4 minutes et 12 secondes. La séquence commence par le faisceau lumineux d'une puissante lampe de poche tactique qui fait ressortir de l'obscurité totale les murs de béton sale d'un étroit couloir technique. La caméra tremble visiblement dans les mains d'Harold et la respiration lourde et rapide de tout le groupe est clairement audible en arrière-plan. Louis et Léo marchent rapidement devant, vérifiant méthodiquement chaque porte rouillée sur leur chemin. Tina et Nathalie sont un peu en retrait, commentant avec enthousiasme l'atmosphère sinistre du sous-sol pour leur blog vidéo. Au début de la 3e minute de l'enregistrement, le groupe trouve enfin le bon conduit d'aération, bien caché derrière d'énormes étagères métalliques. Louis s'y faufile à peine et quelques instants plus tard, pousse un cri étouffé de triomphe absolu. Un faisceau de lumière tombe sur les énormes sacs de sport noir.
Les étudiants, dans un état d'euphorie totale, commencent à ouvrir rapidement les sacs, et l'objectif de la caméra capture les piles de billets de 100 $ parfaitement emballés sous vide. On entend le rire nerveux et hystérique de Léo et les exclamations de surprise des filles, qui viennent juste de réaliser ce qu'elles ont accidentellement trouvé dans ce donjon. Elles croyaient sincèrement avoir tiré le billet le plus chanceux de leur vie. Mais leur joie frénétique n'a pas duré longtemps. Au bout de 4 minutes et 5 secondes, l'atmosphère de la vidéo change radicalement. Les rires s'arrêtent instantanément, laissant place à un silence de mort. Louis se tourne brusquement vers l'étroite sortie de l'égout, son visage devenant instantanément pâle d'horreur sous le faisceau froid de la lanterne. Dans l'obscurité absolue du long couloir d'où il venait, on entend le bruit métallique très fort d'une lourde porte en fer qui s'ouvre lentement. Puis le microphone du téléphone capte un autre son qui vous glace le sang. Les pas clairs, mesurés et lourds d'au moins 2 personnes portant des chaussures massives, s'approchant lentement de leur seul chemin vers la liberté. Le fichier multimédia du téléphone cassé d'Harold est devenu le point de départ de la reconstitution médico-légale la plus complexe de l'histoire de la police d'Akron et du bureau d'enquête fédéral local. En combinant les dernières images de cette preuve numérique avec les traces physiques soigneusement collectées sur la scène de crime, les détectives ont pu recréer pas à pas la chronologie macabre de la nuit du 14 mai. Dans les sombres cachots du centre commercial défunt, un jeu brutal de survie s'est déroulé, où les chances des étudiants étaient initialement nulles. L'analyse des empreintes de chaussures, trouvées par les experts dans l'épaisse couche de poussière de construction, a prouvé sans l'ombre d'un doute qu'au moins 3 personnes inconnues étaient impliquées. Il s'agissait d'empreintes massives de bottes tactiques de taille 12 et 13, aux semelles très profondes. En outre, 2 douilles en laiton de calibre 9 mm ont été trouvées sur le sol en béton près de l'entrée du collecteur. Après avoir comparé tous les faits, l'enquête a abouti à une seule conclusion. Cette nuit de printemps, le centre commercial abandonné a été visité par les nettoyeurs d'un syndicat criminel, des mercenaires professionnels venus cacher de l'argent liquide à l'abri des descentes de police. Ils n'avaient pas l'intention de laisser de témoins susceptibles de les identifier ou de révéler à la police l'emplacement de la cage de transit. Ils sont arrivés juste au moment où les 5 jeunes gens tenaient leur argent dans leurs mains. Dès que la lourde porte du fond du couloir s'est ouverte, les étudiants ont compris qu'ils étaient pris au piège. Pris de panique, le groupe s'est mis à courir pour sauver sa peau, mais leurs mouvements sont catastrophiquement limités. Chaque sac de sport noir, rempli à ras-bord de billets de 100 $, pèse une quarantaine de kilos. L'avidité et la peur animale se mêlent. Louis et Léo refusent catégoriquement d'abandonner le trésor, traînant le lourd fardeau dans les galeries obscures avec leur dernière force. Un terrifiant jeu du chat et de la souris s'engage alors sur une surface de plus de 800 000 m². Cependant, les tueurs n'ont pas tiré à l'aveuglette. Ils ont agi de la manière la plus discrète et la plus calculée possible. Le centre commercial était situé à proximité de la route de Romig, très fréquentée, où des patrouilles passaient régulièrement. L'écho d'une série de coups de feu dans une gigantesque boîte en béton pouvait facilement attirer l'attention des passants. C'est pourquoi les assaillants n'ont tiré que 2 fois en l'air dans le seul but de désorienter les victimes. La chasse silencieuse a alors commencé. Les étudiants ont couru, aveuglés par la terreur, dans les couloirs enchevêtrés de l'ancien géant. Des traces ont montré que les jeunes tentaient désespérément de se cacher. Ils se sont cachés derrière des vitrines brisées, entre les mécanismes rouillés d'escaliers mécaniques à l'arrêt, et se sont enfermés dans des arrière-salles exiguës. Ils ont immédiatement éteint leurs lampes de poche, espérant disparaître dans la pénombre. Dans cette obscurité absolue, ils pouvaient à peine se voir les uns les autres, ne se fiant qu'au bruit de la respiration rauque de leurs amis et au craquement du verre brisé sous leurs semelles. Mais cette tactique est totalement inutile face à des professionnels équipés. Selon l'enquête, les nettoyeurs ont utilisé des caméras thermiques tactiques modernes. Pour eux, l'obscurité totale et la minceur des murs n'étaient pas un obstacle. Ils pouvaient clairement voir 5 silhouettes rouges vifs à travers les lentilles. La température de l'air à l'intérieur du bâtiment atteignait à peine 50 degrés Fahrenheit, faisant des étudiants terrifiés des cibles parfaites et contrastées sur les écrans verts des appareils. Les tueurs les poursuivaient d'une main experte, comme une meute de loups à la poursuite d'une proie. Après avoir étudié la trajectoire des empreintes, les détectives ont compris la cruelle stratégie. Lorsque les étudiants ont tenté de se frayer un chemin vers les sorties de secours du rez-de-chaussée ou de se rendre sur le toit, une silhouette massive leur a silencieusement barré la route. Les bandits n'ont délibérément laissé qu'une seule direction libre, celle des profondeurs. Pas à pas, les chasseurs poussent le groupe épuisé, chargé de millions de dollars, à s'enfoncer dans les entrailles noires du centre commercial.
Ils les ont méthodiquement conduits dans les angles morts des niveaux souterrains, là où il n'y a ni fenêtre ni possibilité d'évasion. La poursuite a duré près d'1 heure. Le cœur des adolescents battait la chamade sous l'effet de l'épuisement et de la panique. Épuisés, Tina, Nathalie, Harold, Luis et Léo, à peine capables de bouger leurs pieds, descendent au niveau technique sous l'ancien grand magasin. Dans l'obscurité totale, ils se sont engouffrés dans un étroit compartiment de ventilation en béton, espérant désespérément trouver un refuge. Mais il n'y avait qu'un mur vide devant eux. Ils ne se rendaient pas compte qu'ils viennent de pénétrer dans une crypte exiguë, dont la seule issue a déjà été bloquée par des personnes prêtes à mélanger du ciment frais. Le sous-sol de l'ancien grand magasin encore accueille les fugitifs avec l'haleine glacée du cachot. La température est tombée en dessous de 50 degrés Fahrenheit et une épaisse suspension de poussière de construction et de spores de moisissure noire flotte dans l'air. Pris au piège dans une impasse, épuisés jusqu'à l'épuisement physique, les 5 étudiants sont confrontés au choix le plus terrible qui soit. Les pas lourds de leurs poursuivants se rapprochent d'un de plus en plus, se répercutant sur les voûtes des longs couloirs souterrains. Louis et Léo, dont les mains sont écorchées jusqu'au sang par les sangles rigides d'énormes sacs contenant des millions de dollars, prennent une décision fatale. Dans la faible lumière de la lanterne, ils repèrent l'entrée du compartiment technique du puits de ventilation principal. Il s'agissait d'une profonde niche en béton qui se terminait par un mur vide et un enchevêtrement de tuyaux rouillés. Les étudiants se sont désespérément dit que c'était leur seule chance d'attendre le danger mortel. Elles espéraient sincèrement que les meurtriers passeraient simplement dans l'obscurité totale du sous-sol. L'un après l'autre, Tina, Nathalie, Harold, Louis et Léo s'engouffrent dans l'espace étroit et suffocant, traînant avec eux leur sac d'argent. Mais cet espoir est vain. Les mercenaires professionnels, équipés de caméras thermiques tactiques modernes, ont suivi avec précision les signatures thermiques des victimes effrayées, même à travers d'épaisses cloisons. D'après la reconstitution médico-légale, les mercenaires se sont arrêtés à quelques dizaines de mètres de l'entrée du puits de ventilation. Ils ont pu voir clairement sur leurs écrans que les jeunes hommes s'étaient volontairement jetés dans un piège de béton d'où il n'y avait pas d'autre issue. Mais les malfaiteurs n'ont pas pris le risque de s'engouffrer dans l'étroite ouverture. Comme l'enquête le révélera plus tard, Harold avait sur lui un pistolet traumatique chargé. Bien que cette arme ne tire pas à balles réelles, un tir à bout portant d'une lourde balle en caoutchouc, dans un collecteur technique étroit, pouvait causer de graves blessures. Les mercenaires ont donc agi de la manière la plus pragmatique possible et avec un sadisme inhumain. Ils ont regardé autour d'eux et ont repéré ce qu'il restait des entrepreneurs qui étaient censés avoir mis le bâtiment en sommeil depuis des années. Au sous-sol, il y avait des montagnes de matériaux de construction abandonnés, des palettes de lourds parpaings, des sacs de ciment, du sable et de longs morceaux de barres d'armature en acier rouillé. Le cliquetis soudain du métal a violemment rompu le silence de mort du donjon. Les criminels ont brusquement claqué la lourde grille d'acier qui servait de porte technique au compartiment. Avant que les étudiants stupéfaits ne puissent réagir et se précipiter vers la sortie, les assaillants ont bloqué la porte avec d'épais morceaux de barres d'armature, les forçant à s'enfoncer dans les rainures de béton. Les 5 survivants ont été instantanément pris dans un piège d'acier fiable. C'est alors que la terreur psychologique méthodique a commencé. Selon les experts médico-légaux qui ont enquêté sur le site, les bandits ont passé au moins 2 heures à construire un mur solide. Ils ont apporté de l'eau de la partie inondée du sous-sol et ont commencé à mélanger calmement le mortier de ciment. Le bruit de la truelle métallique frottant sur le béton brut est devenu la bande sonore sinistre de leur lent enterrement vivant. À l'intérieur, les étudiants criaient désespérément, implorant la pitié, promettant de donner tout l'argent jusqu'au dernier billet. Louis et Léo ont essayé de briser les barreaux avec une force frénétique, mais ils ont été maintenus en place. Harold a tiré plusieurs fois avec son pistolet, mais les balles en caoutchouc ont rebondi sans effet sur le métal. La décision des tueurs impitoyables avait sa propre logique froide. Ils ont compris qu'il était trop risqué d'apporter des millions de dollars dans d'énormes sacs à la surface en ce moment. La police ou des passants pourraient aller y attendre. Il était bien plus sûr de transformer ce puits de ventilation en un coffre-fort parfait. Les étudiants enterrés vivants avec leur argent ne pourraient jamais rien dire à personne. Et lorsque le battage médiatique autour de la disparition des adolescents s'estompera et que la police cessera de fouiller massivement les bâtiments abandonnés, les criminels pourront revenir avec leurs outils, abattre le mur et s'emparer de la fortune sans aucun risque. Couche par couche, bloc massif par bloc, la maçonnerie fraîche s'élevait de plus en plus haut, bloquant les derniers flux d'air. Lorsque le dernier parpaing fut en place, l'ouverture fut hermétiquement fermée. De l'intérieur, on entendait encore des coups de poing sanglants contre le mur frais, mais les bandits n'y prêtaient plus attention.
Ils rassemblent leurs outils et se dirigent lentement vers la sortie. Tina, Nathalie, Harold, Louis et Léo se retrouvèrent seuls face à l'obscurité et à une fortune colossale. La quantité d'oxygène dans l'espace confiné a commencé à diminuer rapidement et inévitablement, leur laissant peu de temps pour réaliser que leur tombeau de béton était déjà fermé à jamais. Après la reconstitution macabre des événements survenus dans l'égout souterrain, les enquêteurs se sont trouvés confrontés à une question essentielle. Qui exactement a pu commettre un crime d'une telle froideur et d'une telle sophistication technique? Les assassins ont laissé derrière eux un témoin muet, leur propre œuvre. Les experts en construction qui ont examiné attentivement le mur en parpaing démonté sont arrivés à une conclusion sans équivoque. Seules des personnes dotées d'une grande expérience professionnelle auraient pu construire une cloison aussi solide, parfaitement plane et étanche à l'air dans l'obscurité absolue, à la seule lumière de lampes de poche tactiques. Les criminels ont agi comme s'ils accomplissaient une tâche de routine. L'enquête a concentré toutes ses ressources sur la recherche des personnes possédant les compétences nécessaires pour se déplacer librement dans la ville au cours de cette nuit fatidique, en transportant de lourds matériaux de construction et des outils. L'unité spéciale des victimes de la police d'Akron et les agents du Federal Bureau of Investigation ont entrepris la tâche titanesque d'analyser des milliers d'heures de séquences vidéo. Ils ont extrait les données de toutes les caméras de surveillance de la ville, situées dans un rayon de 10 miles autour du centre commercial abandonné. Il s'agissait d'un travail d'enquête sur les bijoux qui nécessitait une concentration maximale. Les intersections menant aux autoroutes ont fait l'objet d'une attention particulière. Plusieurs jours d'observation sont restés infructueux jusqu'à ce que l'un des détectives remarque l'enregistrement d'une caméra de circulation à l'intersection du boulevard Kenmore et de l'Interstate 76. Les images y ont été prises le 14 mai à 2h45 du matin, au moment où les derniers parpaings bloquaient le chemin des étudiants vers la sécurité. Dans la faible lumière jaune, une camionnette de transport non décrite apparaît sur la vidéo. À bord, les experts ont réussi à déchiffrer le logo d'Ironclad Logistics. Cet indice est devenu la fin du fil, et les détectives ont commencé à démêler les chevaux. Un contrôle officiel a montré qu'Ironclad Logistics était une société fictive classique. Cette société n'existait que sur le papier et n'était utilisée par le syndicat du crime que pour légaliser des revenus occultes et louer des véhicules. Cependant, le véhicule filmé avait un propriétaire bien réel. La camionnette était officiellement immatriculée au nom de Matthew Martinez, âgé de 45 ans. Lorsque les enquêteurs ont consulté son dossier, ils n'en ont pas cru leurs yeux. Le puzzle s'emboîtait parfaitement. Martinez était un ancien entrepreneur spécialisé dans les systèmes de ventilation industrielle. Mais il y a autre chose de plus important. Il y a exactement 10 ans, son entreprise avait remporté un important appel d'offres municipal pour la maintenance des systèmes de contrôle climatique dans le même centre commercial géant. Martinez a personnellement supervisé les travaux et connaissait par cœur le plan complexe des interminables sous-sols. Pour lui, le labyrinthe des morts était un territoire familier où il pouvait naviguer les yeux fermés. Maintenant que la police connaît le nom du principal exécutant, il ne reste plus qu'à trouver son repère. Grâce à la facturation des téléphones portables et aux données des lecteurs automatiques, de plaques d'immatriculation, les inspecteurs ont pu suivre les itinéraires de la camionnette. La piste les a conduits dans une zone boisée isolée du parc national de la vallée de Cuyahoga. Là, à l'abri des regards indiscrets et des routes principales, se trouvait un vieux hangar rouillé d'une ancienne scierie qui semblait complètement abandonnée. L'opération de saisie était prévue pour le 2 juillet. On s'attendait à une résistance armée, car un animal acculé est toujours le plus dangereux. À 4h15 du matin, des soldats d'une unité d'élite des forces spéciales ont silencieusement encerclé le périmètre du bâtiment. L'assaut est fulgurant et féroce. Après une série de grenades assourdissantes qui ont défoncé la porte, les forces spéciales sont entrées en trombe. L'opération a duré moins de 2 minutes. Matthew Martinez et ses 2 complices ont été jetés sur le sol en béton sale et menottés avant même d'avoir pu saisir leurs armes. Au cours d'une fouille minutieuse du hangar, les enquêteurs de la police scientifique ont trouvé des preuves irréfutables qui reliaient fermement les détenus à l'étrange crypte d'Akron. Sur le vieil établi se trouvaient des dessins détaillés des sous-sols du centre commercial, jaunis par le temps. Quelqu'un y avait soigneusement tracé au marqueur rouge le chemin menant de l'ancienne entrée de service directement à l'unité technique principale du système de ventilation. Mais la principale découverte est un ticket de caisse froissé provenant d'un grand hypermarché de la construction. Selon ce reçu imprimé, Matthew Martinez a acheté personnellement, le 14 mai à 2h de l'après-midi, 30 lourds parpaings, des sacs de mélange de ciment et plusieurs barres d'armature. Ce papier prouve que l'enterrement vivant n'est pas une décision spontanée et passionnelle. Cette opération avait été préparée à l'avance. Les enquêteurs avaient les auteurs et les preuves,
Mais lors du premier interrogatoire, Martinez a souri froidement et a prononcé une phrase qui a fait comprendre aux policiers que le véritable chef d'orchestre de cette symphonie de la mort se cachait encore dans l'ombre. C'est dans la salle d'interrogatoire de la police d'Akron que le lourd rideau est finalement tombé sur cette horrible histoire criminelle. Matthew Martinez, ancien expert en système de ventilation et désormais principal suspect de cette tuerie, n'a tenu que 18 heures sous la pression psychologique des inspecteurs, réalisant que les reçus d'achat de matériaux de construction et les plans des réseaux souterrains ne lui laissaient aucune chance d'échapper à la peine de mort. Il a conclu un marché avec les enquêteurs. Martinez s'est effondré psychologiquement et a commencé à dénoncer méthodiquement ses employeurs du syndicat criminel. Selon la transcription de l'interrogatoire, ses aveux ont fait frémir d'horreur même les agents les plus endurcis du Federal Bureau of Investigation. D'une voix parfaitement calme et monocorde, l'homme a décrit comment ils avaient scellé le compartiment technique avec de lourds parpaings. Selon son témoignage, alors qu'il posait soigneusement les premières rangées de pierres grises, les étudiants à l'intérieur frappaient encore désespérément leurs poings ensanglantés contre l'imposante grille d'acier. Leurs voix se brisaient, ils suppliaient qu'on leur laisse la vie sauve et proposaient de donner tout l'argent qu'ils avaient trouvé jusqu'au dernier centime. Mais les mercenaires continuaient simplement à mélanger le mortier de ciment en silence. Martinez admet que le bruit sourd de la truelle métallique frottant la pierre se mêle à des cris et des pleurs hystériques qui s'apaisent au fur et à mesure que le mur vierge s'élève inexorablement jusqu'au plafond du sous-sol. Leur plan est aussi pragmatique que cruel. Les tueurs professionnels n'avaient pas l'intention de laisser 3 millions de dollars dans la citerne souterraine pour toujours. Ils avaient minutieusement calculé qu'à la fin de l'automne, vers la deuxième quinzaine de novembre, lorsque la frénésie médiatique suscitée par la disparition des 5 adolescents se serait enfin calmée et que les patrouilles de police auraient laissé le quartier de Romig Road tranquille, ils pourraient revenir chercher la fortune en toute sécurité. Martinez a froidement expliqué sa logique aux inspecteurs. La température stable du sous-sol, qui n'a jamais dépassé 50 degrés Fahrenheit, et l'air sec spécifique à l'intérieur du puits de ventilation transformerait les corps des victimes en momies en l'espace de quelques mois. Il s'attendait à ce que le processus de décomposition biologique s'arrête au moment où le froid hivernal commencerait, et que le donjon ne dégage pas une odeur âcre de cadavres susceptible d'attirer l'attention des sans-abri locaux ou des chiens de police. Mais une visite inattendue des ingénieurs au début du mois de juin a ruiné à jamais leur scénario parfait et bien pensé. Le témoignage détaillé de M. Martinez a constitué une base solide pour le procès le plus médiatisé de l'histoire moderne de l'Ohio. Grâce à son témoignage, la police a mené une série de raids éclairs, arrêtant 3 autres participants directs aux événements de cette nuit-là, ainsi que plusieurs dirigeants influents du syndicat de l'ombre. Le procès a duré plusieurs semaines épuisantes, à huis clos, en raison de mesures de sécurité sans précédent. Dans son réquisitoire émouvant devant le jury, le procureur général a décrit les actions des accusés comme un acte de mal absolu, concentré, totalement dépourvu de la moindre trace de pitié humaine. Le verdict du juge a été aussi sévère que possible. Matthew Martinez, 45 ans, et ses 3 complices ont été condamnés à la prison à vie, sans la moindre possibilité de libération conditionnelle, pour enlèvement brutal et meurtre au premier degré. Les lourdes portes d'acier de la prison fédérale se sont refermées à jamais derrière ceux qui ont enfermé les étudiants dans le noir absolu, mais aucun verdict ne pourra guérir les profondes blessures que cette tragédie a laissées à jamais dans le cœur des familles des victimes. Un grand mémorial spontané a rapidement vu le jour près de la haute clôture rouillée qui entourait le centre commercial mort. Des habitants compatissants ont apporté des fleurs fraîches, partagé des photos d'élèves souriants, allumé des lampes et des jouets tous les jours. Cette horrible histoire a divisé à jamais et irrévocablement les familles des victimes en 2 camps antagonistes. Les parents de Tina Bradley, 20 ans, et de Nathalie Phillips, 21 ans, n'ont jamais pu pardonner aux familles de Louis Lambert et de Léo Joseph jusqu'à la fin de leur vie. La cupidité aveugle et destructrice de ces 2 hommes, leurs énormes dettes de cartes de crédit envers la mafia et leur désir désespéré de résoudre des problèmes financiers avec de l'argent sale ont entraîné des jeunes filles totalement innocentes dans cet enfer de béton impitoyable. Tina et Nathalie sont descendues dans le donjon dans le seul but d'obtenir des images pour un blog vidéo, sans même savoir qu'elles devenaient des boucliers humains dans un jeu avec des tueurs professionnels. Au cours de l'hiver 2015, les autorités d'Akron ont enfin mis un point final à cette sombre histoire qui a secoué le pays tout entier. Des dizaines d'engins lourds ont impitoyablement rasé le gigantesque centre commercial jusqu'au sol gelé. D'énormes excavatrices ont défoncé les sols en béton massif, détruit les murs restants des anciennes boutiques et recouvert les sous-sols sombres
et horrible d'une épaisse couche de terre pour toujours. Elle détruisait tout souvenir physique du lieu maudit où s'est déroulée cette tragédie inhumaine. Après quelques semaines de froid, le fantôme monumental ne laissait plus qu'un champ plat et désert, recouvert d'une épaisse couche de neige. Ce vide mortel a caché à jamais les échos des cris désespérés de 5 jeunes gens. Ils ont passé leurs derniers jours et leurs dernières heures remplis d'une douleur indicible et d'une horreur animale, dans l'obscurité absolue d'une crypte exiguë et ventilée, assis sur une montagne de 3 millions de dollars. L'énorme somme d'argent pour laquelle ce crime a été planifié et commis s'est avérée n'être que du papier sale et inutile dans des sacs sous vide. Pour tous ces foutus millions, les étudiants n'ont pas pu s'acheter la chose la plus importante, au moins une bouffée d'air frais supplémentaire.